ce moment-là, vous êtes sur l'un des plus grands projets de la transformation économique jamais menée en Europe. Il fallait être certain que la population accepte une nouvelle monnaie. Et les grands patrons passent énormément de temps, à la fois dans la stratégie, mais aussi, et beaucoup dans la ressource humaine, la gestion du personnel. C'est-à-dire, on recherche les profils, on les met à l'œuvre, ils sont responsabilisés, on juge les résultats et on fait progresser. Vous avez une société qui s'appelle Beretta, ça fait 500 ans qu'elle est dans la même famille. Ils ont fourni en canon Louis XIV, les Borgia, enfin tout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Method to Scale. Je suis avec Julien Masson et Aymeric Marot-Desgrottes. Salut les gars. Salut. Alors j'en profite pour faire la publicité de nos plateformes. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur les plateformes et sur YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne et à vos chaînes de podcasts préférées. Ça fait remonter dans les algos et ça fait toujours plaisir de voir le podcast mis en avant. Ceci étant dit, parlons surtout de notre invité parce que aujourd'hui nous avons un épisode spécial. On va faire une masterclass avec un grand monsieur qui s'appelle Yves Thibault de Silgui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, oui. Alors, je vais essayer de retracer un parcours qui est singulier et sacrément imposant, mais je vais essayer de l'exercice, n'hésitez pas à me corriger. Donc Yves a un parcours assez rare qui combine à la fois la diplomatie, un travail aussi de haut fonctionnaire, d'ancien commissaire européen, mais aussi justement sur une partie privée, donc dirigeant d'entreprise, donc à la fois témoin direct de plusieurs passages à l'échelle économique, industrielle, mais aussi institutionnelle. Donc, c'est ce qui va nous intéresser dans ce podcast, c'est cette particularité qu'on n'observe pas partout. Pour retracer un peu l'histoire, donc, on se replonge dans les années 90. Les années 90 sont au cœur de la construction européenne. Donc, vous êtes commissaire européen à ce moment-là, chargé des affaires économiques, financières et monétaires. Et en fait, dans les années 90, on est au cœur d'une période décisive parce que c'est le passage à l'euro qu'on a tous vécu presque ici. J'espère tous nos auditeurs, à peu près certains. Donc, 1er janvier 1999. Donc, l'euro devient une réalité pour 11 premiers pays européens. Donc, autrement dit, à ce moment-là, vous êtes sur l'un des plus grands projets de la transformation économique jamais mené en Europe. Donc, on est sur quelque chose d'unique. C'est un vrai scale. On peut parler de scale. Et on va voir quelques anecdotes, je crois. Oui, si vous en voulez, vous pouvez en avoir. On peut faire plusieurs épisodes uniquement, je pense, là-dessus. Et je pense que, sans me tromper, qu'on est sur un des plus grands projets que l'Europe n'ait jamais établi. Donc, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est arriver à faire converger des États, des banques centrales, des économies, des opinions politiques aussi différentes. Donc, c'est une négociation qui est quand même assez touffue. Puis je vous arrête. Il y avait surtout un sujet dont personne ne parle. C'était qu'il fallait être certain que la population accepte une nouvelle monnaie. C'était pas évident. Les Allemands, ils connaissaient que leur Deutschmark. Les Français, il y avait énormément de souverainistes qui vous expliquaient que tout ça, c'était du bidon. Et que vous lancez une monnaie, vous avez l'air malin si la population n'en veut pas. Donc, ça a été en fait le défi majeur. C'était de se faire accepter, être sûr qu'elle soit adoptée. Ça a été un grand succès à cet égard. Là, il y a des leçons à en tirer. Je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, mais c'est parfait. Et ensuite, on passe du monde industriel du monde institutionnel au monde industriel. Donc, chez Suez, notamment, vous avez des grands rôles de direction dans les années 2000, dans un groupe qui est gigantesque. En 2005, le Suez de l'époque, il faut imaginer au-delà de 40 milliards de chiffre d'affaires, 158 000 collaborateurs. Donc, c'est une sacrée entreprise, un groupe mondial. Puis en juin 2006, vous prenez la présidence du conseil d'administration de Vinci, que je pense que tout le monde connaît ici, au moment où le groupe change aussi de dimension. Donc on est surtout sur une étape de scale qui va être intéressante à développer tout à l'heure. À cette époque, c'est 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, un moment important, c'est l'acquisition de ACF pour à peu près moins de 10 milliards d'euros. Donc acquisition, pareil, on parle de scale. Et c'est aussi la période où Vinci Autoroutes devient des piliers du groupe. Enfin, après avoir quitté Vinci, vous jouez un rôle d'influence dans la vie économique française, j'aime bien ce mot, et européenne, en tant qu'administrateur de grands groupes tels que LVMH, Solvay, mais aussi des groupes en Russie, on en parlait un petit peu en off, tout en intervenant régulièrement en tant qu'expert dans le débat public, notamment sur la question industrielle, qui nous importe aussi très fortement dans le podcast pour interroger beaucoup de dirigeants là-dedans. Il y a aussi la souveraineté qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais qui pour vous il y a un vrai sens. Et vous avez notamment, je vois Aymeric dans les mains un livre. Oui, exactement. Et on pourra dire parce que vous avez écrit pas mal d'ouvrages. Et c'est le dernier, je crois. Mémoire d'un corsaire, navigation dans les eaux agitées du pouvoir. Alors, c'est plein de petites anecdotes. On se régale. J'invite nos auditeurs, s'ils veulent aller
allez l'acheter chez ces Temporis et vous allez vous régaler. Donc on va plonger dans à la fois la sphère publique et la sphère privée, tout en commençant par la sphère privé. Oui, on peut faire ça. En fait, on a la chance de vous avoir. Donc, effectivement, on peut faire deux parties. Une partie sur le privé, une partie ce qu'on va appeler public avec l'euro et l'Europe et la France. Pour que nos auditeurs, on a fait un bon parcours là. Pour que nos auditeurs comprennent bien, peut-être si on commence par le privé, et j'ai envie qu'on parle d'une société qu'on connaît peu, parce évidemment tout le monde connaît Vinci, etc. Mais on va parler de Sophie Sport, parce que là-dessus il y a une belle histoire de transformation. Vous pouvez nous redonner un peu quand est-ce que vous passez de la sphère publique à la sphère. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un truc avec Strauss-Kahn d'ailleurs qui vous avait dit. Tire-toi. Vous n'avez pas de carrière. Ils te proposeront rien. Non, quand je suis rentré de Bruxelles, comme ayant été commissaire, on avait fait l'euro, on était assez content quand même. C'était pas gagné d'avance ce truc-là. Enfin bon, c'était plutôt une bonne chose. Donc on est rentré, je me suis dit, j'ai pas de souci, moi je suis fonctionnaire. Origine, je suis bien du Quai d'Orsay. Ils vont sans doute me proposer une ambassade. Rien du tout. J'en étais d'une discrétion totale. On m'a même fait comprendre que si je pouvais dégager, ce serait mieux. Et c'est là où Strauss-Kahn, que je connaissais bien, puisqu'il était ministre des Finances et qu'on avait travaillé beaucoup ensemble, m'a dit, mon vieux, tire-toi, passe le meilleur conseil que je peux te donner. Parce qu'ils te proposeront rien du tout. Il avait raison, on m'a rien proposé du tout. Donc, on se retrouve à 50 balais, ou 52 balais, sans rien. Je sais bien que j'étais fonctionnaire, donc ils pouvaient pas me supprimer mon traitement de fonctionnaire. Mais enfin, on peut avoir un peu plus d'ambition quand même que d'avoir un traitement de fonctionnaire sans prime. Ouais. donc, j'ai cherché, puis c'est comme ça que je suis rentré chez Suez. Et que j'ai bifurqué, je suis reparti à zéro, j'ai remis les compteurs à zéro. J'avais fait un peu d'entreprise parce que dans les années 80, j'ai été directeur des affaires internationales d'usine Orsacilor aussi. J'avais fait de la sidérurgie beaucoup. Donc j'étais pas complètement. Oui, ça c'est un rôle opérationnel. Ouais, j'étais pas complètement en dehors de vierge en matière d'entreprise, mais j'ai redémarré à zéro, puis je suis reparti. Et puis après, je me suis retrouvé chez Vinci, et puis je me suis retrouvé dans des conseils d'administration. Donc j'ai tourné la page du politique à ce moment-là et de l'administratif, ça, c'est deux vies. C'est deux vies. Et justement, si on revient sur Vinci, comment vous êtes entré chez Vinci il y a eu une crise cette bascule. Il y a eu une crise de gouvernance. Enfin, en 2006, il y a eu une crise qui s'appelait la crise Zacharias, je me rappelle peut-être. Et il s'est trouvé qu'au conseil d'administration, le président Zacharias a mis au voile la destitution du directeur général qui était Huillard. Et le conseil d'administration, à une voix près, a refusé. Et donc, il n'a pas suivi, a confirmé les billets. Donc, à ce moment-là, le président a démissionné. Et c'est à ce moment-là qu'autour de la table, on m'a demandé de prendre la présidence. Alors, c'est un bel exemple aussi, parce que moi, j'ai dit oui, mais une présidence est dissociée, pas une présidence. Parce qu'on était en pleine période de crise et qu'il fallait que je me concentre plus sur les aspects d'image, de réputation, etc. Et surtout pas que je trempe opérationnel, parce que l'opérationnel, dans le BTP, c'est gigantesque. Terrain, ouais. Surtout si vous n'êtes pas ingénieur des ponts, je veux dire, c'est quand même pas évident à maîtriser sur le plan technique. Il faut quand même maîtriser, sans être forcément un technicien très très pointu, il faut quand même maîtriser suffisamment. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Vinci et j'y suis resté jusqu'à la fin. Je suis resté 25 ans, j'ai passé 5 ans comme président, 4 ans comme président. Et puis au bout de 4 ans, on a rapproché les deux fonctions, président et directeur général, et j'ai passé la présidence à Huillard. Alors pourquoi ? Alors c'est un beau sujet ça aussi, parce que puisqu'on parle de gouvernance, on va l'aborder tout de suite. Je veux dire, est-ce qu'il faut dissocier ou pas dissocier ? Alors les Anglais dissocient, pour les banques c'est obligatoire depuis la crise financière, les Américains sont partagés, et les Français traditionnellement sont contre la dissociation. Oui. Ce qu'on appelle la dissociation, c'est vraiment deux rôles complètement différents. Président et directeur général d'un côté et directeur général de l'autre. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, lui, ça fait mieux d'avoir le président, puisqu'il est là pour faire les liens avec les actionnaires, du directeur général, qui est vraiment opérationnel. Ouais, sauf que le syndrome de Janus avec deux têtes, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Enfin, moi, je trouve. Donc, j'ai pas d'idée préconçue. Hein. Je dis, ça dépend. Il y a des cas où il faut la dissociation, il y a des cas où il faut pas la dissociation. Il faut dire ce qui est important. Mais ce qui est important sur le fond, c'est le fait d'avoir une personne qui commande et pas deux ou trois. Surtout d'éviter des conflits entre les deux chefs, parce que alors là c'est exploité immédiatement par la concurrence, par les gens qui vous aiment pas, etc. Et c'est un conseil d'administration, c'est pas un parlement, il n'y a pas une majorité et une opposition. Hein, et tout le monde doit être derrière le directeur général,
président, directeur général quand il se fusionnait. Mais si on n'est pas content de lui, on le vire. Mais si on est content de lui, on le soutient, on l'appuie, on le conseille. Et donc le directeur général ou le président directeur général doit être en état de faire comprendre et de dire je suis soutenu par mon conseil. C'est fondamental. Vous parliez de stratégie tout à l'heure, c'est un élément majeur. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle moi je comprends assez bien qu'IFAI ait une unité de commandement. Deuxièmement, je sais bien qu'à l'heure actuelle, les proxys, vous savez, c'est très à la mode, les proxys partout d'ailleurs, mais les proxys chez nous, ce sont des conseils au vote en assemblée générale qui font leur beurre sur les conseils qu'ils donnent. Alors, ils sont sur des approches extrêmement formelles. On dit ah ben non, là le principe c'est la dissociation. S'il n'y a pas de dissociation, il faut voter contre. C'est un peu simple quand même. Enfin, c'est les mêmes qui disent l'indépendance au bout de 12 ans, on n'est plus indépendant. Et vous êtes indépendant au bout de 11 ans, vous n'êtes plus indépendant au bout de 12 ans. Enfin, moi j'ai du mal à suivre ce genre de choses. Mais enfin, il y a un phénomène de suivi de règles formelles qui est important, qui a beaucoup poussé pour la dissociation en France. Je trouve que ça se calme un peu maintenant, on revient un peu plus, on revient aux traditions. Ouais. Mais ce qui est important, alors c'est ce que je veux dire, c'est que dissociation ou pas dissociation, quand vous avez pas de dissociation, il faut quand même pouvoir s'assurer que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fera pourra assumer totalement ses responsabilités et fera son travail. Alors nous, quand j'avais passé la présidence à Xavier Huillard, qui était remarquable, je veux dire, c'est lui qui est le grand... c'est lui qui a fait... Vous parliez de, je sais plus, 20 milliards. Moi, quand j'ai quitté Vinci, on était à 70 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il y a 2 ou 3 ans. C'est fabuleux comme croissance. Bon, mais donc, on avait mis au point un système qui a fait jurisprudence, ça a été repris, mais on revendique la paternité, un peu comme l'euro, c'est l'administrateur référent. C'est-à-dire que dans le conseil, il y a un administrateur qu'on avait appelé, nous, puis ça a été repris par la place de Paris, administrateur référent, qui a une fonction particulière, au fond, de contrôle, pas au jour le jour, mais enfin, au suivi très, 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 très régulier de ce qui se passe dans la maison. Mais il n'est pas de la maison, qu'on soit d'accord. Il n'est pas de la maison, c'est l'administrateur. Il est indépendant, lui. Il est indépendant. C'est pas de la maison. En général, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur, qui est de conseil, qui est administrateur, qui est au conseil. Ça permet, et il y a des règles que l'on met, enfin des pouvoirs qu'on lui donne, qu'on met dans le règlement intérieur. Par exemple, il peut contrôler le conseil, il peut convoquer le conseil, il peut se faire communiquer toutes les informations qu'il souhaite, il peut auditionner tous les cadres qu'il veut, il peut avoir recours éventuellement à un expert extérieur. Enfin, il y a toute une série de pouvoirs qu'on lui donne. Et ça a 2 effets. Le premier, il fait la coordination des différents comités, comité d'audit, comité des rémunérations, comité de stratégie, etc. Donc, ça a plusieurs effets positifs. Le premier, c'est que ça rassure le conseil, parce qu'il sait qu'il y a l'un d'entre eux dont c'est le boulot d'être attentif, d'écouter et de voir ce qui se passe, et éventuellement de tirer de la sonnette d'alarme s'il y a un problème. Donc, ça rassure le conseil. Deuxièmement, ça montre à l'aspect opérationnel que le conseil, il n'est pas seulement réuni 4 fois par an, mais qu'il y a un suivi au quotidien. Donc il se crée une dynamique, et moi, les expériences que j'ai vécues, en tout cas chez Vinci, étaient très positives en la matière, et à un point tel d'ailleurs que le système a été beaucoup étendu dans les entreprises du CAC 40. Alors, dissociation, quand il y a par exemple un problème de crise, comme j'en ai cité une, là ça peut justifier. Dans les entreprises familiales, quand même. Alors, dans les entreprises familiales, ça peut arriver. C'est-à-dire que dans les entreprises familiales, en règle générale, ce que j'ai constaté, c'est que quand ils ont l'un des enfants ou un des actionnaires ou fils d'actionnaires, je dirais, que les autres, tout le monde juge que incontestablement il doit prendre les rênes de la boîte, à ce moment-là, on en fait le directeur général, voire le président directeur général. Dans certains cas, les actionnaires familiaux considèrent que, non, parmi eux, ils n'ont pas trouvé le profil qui convient. Alors, on va chercher à l'extérieur, un manager extérieur. Ça, il y a énormément de cas dans le SBF 120 de sujets, je ne les cite pas, vous pouvez peut-être en imaginer. Il y a énormément de cas où c'est effectivement une personne extérieure qui est directeur général, un manager formé pour ça, qu'on va piquer dans une autre grande entreprise, qu'on paie en général assez cher. Mais enfin, ça marche. Et dans ce cas-là, très souvent, c'était le cas chez Solvay par exemple, c'était l'un des actionnaires ou des familles d'actionnaires qui tenait la présidence du conseil. Alors, il peut y avoir le cas aussi où il y a personne qui
qui considèrent, ou ils se battent entre eux, j'en sais rien. On va chercher un tiers. Donc, vous voyez, tout est une question de circonstance. C'est pas une question de... Alors, la succession, aussi, la dissociation peut se justifier, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que quand vous avez ces groupes du CAC 40 qui sont quand même, vous citiez, je crois que c'est plus de 200 000. Voilà. Je sais bien qu'on achète des boîtes de BTP, donc ça fait la main-d'œuvre, mais ça fait 200 000, 300 000 personnes. Ça fait des groupes total, c'est absolument colossaux, avec une multitude d'activités. En général, on trouve quasi totalité des cas, je pense, des managers remarquables, parce qu'on a de très très bons managers, très bien formés, qui sont suivis dans leur processus évolutif dans les entreprises. Donc vraiment, c'est très bien suivi. Ceci dit, quelquefois on se dit, écoutez, il faut quand même lui laisser le temps de prendre tout en main. Donc pendant un certain nombre d'années, pas que ça dure trop longtemps, je pense pas. Pendant un certain nombre d'années, il se concentre sur l'opérationnel. Donc il maîtrisera l'ensemble des données de la boîte. Et puis après, il prendra en plus la présidence, qui lui donne la dimension plus relation actionnariale, si vous voulez. Donc là, c'est un cas aussi où on peut le recommander. Mais moi, je mets en garde contre une chose, c'est que effectivement, il faut respecter les traditions. La tradition en France, c'est plutôt la fusion. Deuxièmement, ça marche bien à condition de pouvoir encadrer, surveiller le système avec un administrateur référence qui rassure tout le monde, les marchés, les actionnaires, le conseil d'administration. Et si on estime qu'il doit y avoir dissociation, alors je laisse les banques à part, parce que ça c'est réglementairement ainsi, mais pour le reste, c'est fonction des circonstances, des données, des personnes, des sujets. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un très bon. On se pose souvent la question, et c'est vrai que j'ai bien aimé ce que vous m'avez dit, c'est que de temps en temps, la séparation peut avoir un intérêt, c'est que le DG est complètement focalisé sur l'opérationnel, surtout quand c'est des métiers complexes, des entreprises internationales, et on le protège un peu. Aussi des relations des actionnaires, des relations investisseurs, etc. Dit, les grands patrons que j'ai connus et les conseils dans lesquels j'ai été, je dirais, au bout d'un certain temps, ils maîtrisent parfaitement leur business et qu'ils aient envie aussi de faire la relation actionnaire, etc. Moi, ça me choque pas, c'est assez normal. Ce qu'il faut, c'est l'unité de commandement et pas de bisbille interne entre les gens, parce que ça c'est redoutable. J'aimerais bien aussi, d'ailleurs, c'est un point que vous aviez avec Xavier Méhard, c'est la décentralisation. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Ouais. Et vous êtes un grand amateur de la décentralisation. Vous pouvez nous en parler un peu ? C'est ce qui explique un des phénomènes de croissance forts du groupe ? Ouais. Mais j'ai connu ça, c'est pareil aussi chez LVMH, comme chez Vinci. Moi, les deux grosses boîtes dans lesquelles je m'investis beaucoup sont ces deux-là. Ce que j'ai constaté, c'est que pour que ça marche, il faut effectivement responsabiliser les gens. Donc décentraliser. Alors, s'ils se plantent, ils sont sanctionnés et puis c'est rapide. Mais enfin, c'est la règle du jeu, je veux dire, et ça marche. C'est-à-dire que c'est un challenge à tout moment. Très jeunes, ils ont une unité dans une société ou une filiale qui fait quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Puis après, ils passent à quelques centaines de millions, puis à quelques milliards. Bon, et vous suivez le parcours du manager fait ça, et vous voyez là où il s'épanouit, là où il a véritablement des compétences voulues pour diriger, avoir des très hautes fonctions un peu plus tard dans sa carrière. Ce que je constate, c'est que ce que j'ai vu, moi, les sociétés qui sont très décentralisées, sont celles qui ont le plus performé. Je parle des grosses, même les petites. C'est celles qui performent le plus. Deuxièmement, ce que je constate, c'est que dans ces success stories, le PDG, le patron, passe énormément de temps dans le choix de ses collaborateurs. Il n'y a pas de copinage, je peux vous dire. C'est pas. Sa principale qualité, c'est de s'entourer. On va te faire président de ceci ou président. Non, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais non, c'est-à-dire, on recherche les profils, on les met à l'œuvre. Comme c'est très
décentralisés, ils sont responsabilisés, on juge les résultats et on fait progresser. Donc, et les grands patrons passent énormément de temps à la fois dans la stratégie, pour bien sûr, mais aussi et beaucoup dans la ressource humaine, la gestion du personnel, avec tout ce que ça comporte. Alors, vous avez tout cet aspect incitatif aussi, les fonds de commun de placement, ces choses. Enfin, tout ça, ça fait partie des algorithmes qui sont intégrés pour avoir du succès. Donc, oui à la décentralisation, oui à la responsabilisation, mais il faut un patron qui et on est jugé sur pièce. Ce que vous dites, c'est qu'on est un peu jugé sur pièce. Voilà, en gros, politique de conséquence. Ouais, c'était performant. Mais c'est quoi juste la différence entre décentralisation et responsabilisation? Non, je devrais te faire votre père. Je décentralise parce que je donne la décision, le pouvoir je délègue le pouvoir de décision. Je dis, au lieu de dire que tous les investissements, alors je dis n'importe quoi, tous les investissements de plus de 10 000 euros doivent être validés par le président directeur général. On dit, non, jusqu'à, je sais pas, 200 millions d'euros, vous vous débrouillez. Peu importe les chiffres. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on donne les moyens d'agir et d'engager les ressources de la société sans qu'il y ait une multitude de contrôles. Oui, ce qui est pas mal parce que ça donne un peu le sentiment d'intrapreneuriat. On a probablement des jeunes qui sentent ils sont décisionnaires et donc du coup, même si c'est des gros groupes, ils restent très. Oui, parce que les gros groupes, c'est une multitude de sociétés. Hein. C'est pas, c'est des milliers de sociétés. Le groupe qu'on citait, c'est plusieurs milliers de sociétés. Donc c'est très très réparti. On laisse aux sociétés, aux filiales, aussi leurs caractéristiques. Il y a un ADN groupe, bien sûr, qui est inculqué, notamment sur l'aspect financier et sur les comptes, mais on laisse que souvent ce sont des entreprises locales en plus. Donc on laisse l'enracinement local. Donc tout ça, c'est ça la décentralisation, c'est faire en sorte que toutes les décisions ne remontent pas au plus haut niveau, de façon à laisser le patron, pouvoir se consacrer sur, alors, soit relations actionnariales, stratégie, ressources humaines, et ne pas avoir à prendre des décisions opérationnelles de gestion tous les jours. Alors, je ne veux pas dire, évidemment, quand les investissements atteignent un niveau conséquent, même significatif pour l'entreprise, à ce moment-là, il y a des procédures spéciales, ça va même jusqu'à passer en conseil d'administration. Alors justement, j'ai envie qu'on parle de stratégie. On a parlé beaucoup de grands groupes parce que ça a été votre ADN et votre parcours. Mais dans notre discussion, j'ai découvert que vous aviez été longtemps impliqué dans une petite société, on va dire petite société, non, c'est à la taille des autres, ça, c'est petit, mais en fait, c'est une belle ETI, qui est devenue une belle ETI en tout cas, dont on connaît moins votre parcours. Et j'avais envie de parler de stratégie, puisque là, vous avez eu un rôle important dans la stratégie. C'était Sophie Sport. Ouais. Vous pouvez nous dire ce que faisait la société et puis vers quoi vous l'avez amené. Peut-être pour nos auditeurs un peu le contexte. C'est une société qui fait... C'est une société familiale, une société familiale. Aujourd'hui, elle doit faire 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais moi, je suis rentré pour des raisons, je ne sais plus lesquelles d'ailleurs, au conseil de cette société. Et puis, j'en ai pris la présidence dans les années, à la fin des années 2000, au début de 2010. Et cette société, elle a été créée en 2000, quand une autre, la société familiale en question, qui était surtout dans les carrières, qui avait une petite cartoucherie qui s'appelait Chédit, et a acheté à la SNPE, la Société nationale des poudres et des explosifs, c'est une société d'État, le département chasse et tir de compétition de cette société qui, pour les chasseurs, est connue, s'appelait Nobel. Donc, il est connu dans ce milieu du tir et de la chasse. Et Nobel avait notamment une poudrerie dans le fond de la rade de Brest qui avait été créée par Louis XIV pour alimenter en poudre noire les bateaux de la Royale à l'époque. Ça a évolué dans le temps quand même. Bon, il y avait toujours cette poudrerie qui à l'époque ne marchait pas du tout. Il avait même été question de la fermer. Alors, on a réfléchi, puis vous parliez de stratégie, au fond, on prend ça pour faire quoi? Il faut pas oublier quand même que la chasse, je fais un dessin à personne, mais c'est pas une activité en croissance, on est une activité plutôt en décroissance, en Europe, hein, pas aux États-Unis. Marché de la cartouche, c'est 4 milliards de cartouches, 2 milliards aux États-Unis, 1 milliard en Europe, 1 milliard dans le reste du monde. Les cartouches amateurs.
Oui, la cartouche de chasse ou la cartouche de balle-trappe, si vous voulez, ou tout ce qui est la cartouche à plomb, hein, pas les balles, pas le militaire. Tu fais des balle-trappes, toi, Julien, non? Balle-trappe, beaucoup. En Amérique, ils en font beaucoup. Donc, au fond, l'intérêt, c'est de devenir le leader dans ce marché. Alors, comment? Alors, stratégie pour devenir le leader. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il faut contrôler la cartouche. Il y a 2 éléments qui sont majeurs, c'est la poudre et l'amorce. C'est l'amorce, pouf, on tape sur l'amorce avec le percuteur, boum, ça explose, pouf, ça fait le feu la poudre et hop, ça projette projectile. Bon, pour faire simple. Donc, il fallait, je dirais, avoir une position de leader dans la poudre et dans l'amorce. Parce que le reste, c'est de l'encartouchage, je veux dire, c'est un processus industriel. Bon, c'est pas très compliqué. Et il faut contrôler, un élément important aussi, on ferait bien d'y réfléchir à l'heure actuelle, en France, il faut contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est fondamental. Bon, une fois qu'on avait ça c'était la stratégie, ça c'était les objectifs. Résultat, c'est ce qu'on a fait, on a investi avec nos fonds propres, hein, c'est une petite boîte, 400 millions maintenant, mais à l'époque ça faisait moitié moins de chiffre d'affaires. On a investi essentiellement dans ces domaines pour renforcer notre position dans ces domaines, et la société a été vendue l'année dernière. Elle faisait à l'époque 25% du marché mondial de la cartouche, 1 milliard. Parce que 20% du marché américain, faut faire quand même. Alors justement, c'est là-dessus que je veux revenir, parce que ça me fait beaucoup penser à la discussion qu'on a eue avec Xavier Fontanet, qui nous avait dit quand il avait repris Essilor, ça faisait des verres, ça faisait des montures, ça faisait des implants, etc. Et à la fin, il s'est dit, tous ces actifs n'ont pas la même valeur stratégique. Et vous, c'est la même chose que vous regardez la cartouche et vous dites, ok, l'emballage, etc. Bon, non, c'est bien. Non. Mais ce qui a de la valeur, c'est l'amorce. Et la poudre. Parce que c'est compliqué à fabriquer. Là, vous jouez avec le feu, hein, c'est compliqué à faire. Ouais. La poudrerie Alors, c'est ça que vous avez fait. La poudrerie actuelle, ça a été vendu à la Belgique, mais la poudrerie actuelle est la 3e poudrerie du monde, quand même. Alors, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez revenir sur le parcours? Et finalement, vous avez investi pendant des années dans la poudre et l'amorce. Pas seulement, parce qu'on a racheté aussi on a racheté des trucs. Mais vous avez constitué un actif stratégique sur la poudre. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un rôle de leader sur le marché, il est clair que vous devez contrôler votre poudre et vos amorces. Parce que si vous dites, moi je suis vachement bon designer, alors je vais vous faire une cartouche, ok, d'accord. Et où tu vas trouver la poudre? Tu vas trouver les amorces, hein? Ah ben non, on fait pas ça, on va importer. C'est typiquement ce qu'on voit en France à l'heure actuelle. Résultat, on s'aperçoit que pour une raison X ou Y, il y a le détroit d'Ormuz, il y a les Chinois qui disent de quoi? Non, moi j'arrête de vous vendre le composant, et on reste gros comme devant. Donc il faut contrôler, ce qui est stratégique, et si possible, contrôler tous les éléments de la chaîne de valeur. Ça, en termes industriels, moi ça me paraît fondamental. Alors effectivement, on dégage tout le reste. Vous pouvez sous-traiter le design des cartouches, vous pouvez sous-traiter, ça c'est pas un problème, ou l'empaquetage si vous voulez, mais les éléments... constituant stratégique. Et donc du coup vous avez investi existentiel. Vous avez investi pendant des années pour devenir un des leaders dans la poudre. Oui, c'est des petites sommes, hein, c'est des petites sommes. À l'échelle de la boîte, c'était beaucoup, mais c'était quelques millions d'euros par an. Mais pour racheter des poudreries. Ah non, pour investir dans le processus de fabrication de poudrerie, de même que de fabrication de l'amorce, et puis même des chaînes de montage. Ensuite, on a beaucoup investi pour automatiser au maximum, renforcer la qualité, la sécurité, etc. Et alors, ce qui m'avait, dans notre échange, et je reprends mes chiffres, finalement, à la fin, vous faisiez 3500 tonnes par an de poudre, 3e poudrerie mondiale. Vous aviez 60% du part du marché. Donc finalement, de poudre à chasse. Ouais, de chasse. Attention, c'est pas militaire. Oui, ça pose problème, hein, parce que sans être ingénieur de l'art, au moment, il faut bien comprendre que cette poudre qu'on met dans les cartouches de chasse, on peut aussi les mettre dans autre chose, c'est-à-dire dans les munitions métalliques de petit calibre, les pistolets mitrailleurs, par exemple, ou les pistolets des gendarmes, les 9 mm, ou alors même dans les obus de 155, là, pour les canons César, cette poudre peut être utilisée aussi. Il faut la modifier un petit peu, probablement, mais ça peut être utilisé pour ça. Ça, c'est ce qui paraît dual. Ce qui paraît contre-intuitif,
c'est que vous avez voulu dominer et être un des leaders dans la poudre, ce qui vous a même amené à fournir vos concurrents. Ah ben c'est obligatoire, vous ne pouvez pas être en position en abus à moins de vous retrouver en abus de position dominante. non, mais c'est de se dire on investit et on va créer, parce que c'est stratégique, on investit dans la poudre. Je trouve ça intéressant de prendre un des composants qui est un composant. Et l'amorce, c'est encore plus compliqué. Et donc vous avez même été jusqu'à fournir les petits voisins. C'est surveillé. Ça, on vous laisse pas avoir une part importante, très importante de marché. À la limite, je crois même que la position dominante, c'est pas un délit. L'abus de position dominante est un délit. Oui. Donc, il faut, je dirais, on sait bien qu'on doit fournir, c'est prévu, réglementé, mais ça ne nous empêche pas. Quand vous fabriquez, que vous êtes le leader, quand même, vous êtes plutôt en position et comment, du coup, vous êtes devenu leader? Vous avez investi dans les outils de production, oui, bien sûr. Automatisation, alors, tout. Même chose. Alors, je fais plusieurs choses. Premièrement, il y a un aspect géographique. Moi, je suis un Européen convaincu, et j'ai beaucoup vu, quand on a fait l'euro, l'intérêt qu'il y avait à faire travailler les Anglais avec les Grecs, les Français, même, etc. Parce que tous ces gens-là, ils ont une certaine approche, une certaine culture, etc. Et quand vous arrivez à mettre tout ensemble, à les faire travailler ensemble, pour le même but, ça donne des résultats remarquables, parce que vous exploitez les avantages des uns et des autres. Bon, il se trouve qu'en Europe, il y a un pays que j'aime beaucoup, qui est extrêmement performant dans plusieurs domaines, notamment les produits de luxe, mais également les munitions et les armes, c'est l'Italie. L'Italie. Le luxe, l'Allemagne? Non, ils ont Porsche, Mercedes. Oui, d'accord. Non, ah oui, t'aimes les bagnoles, toi. Mais il y a les parfums et les bijoux. Ça marche aussi avec l'Europiana. C'est l'Europiana à qui je m'adressais, quoi. C'est ça. Non, j'ai remarqué ça, si vous avez une société qui s'appelle Beretta, elle a 500 ans. Ça fait 500 ans qu'elle est dans la même famille. La famille Beretta est depuis un demi-millénaire. Ils ont fourni en canon Louis XIV, les Borgia, enfin tout, depuis. Bon, et c'est une référence quand même assez exceptionnelle. Donc, j'avais remarqué ça. Or, il se trouvait que pour des raisons historiques, Nobel avait des petites sociétés de cartouches en Italie. Donc, on a fait travailler ensemble les Italiens et les Français. Parce que c'était très complémentaire. Et puis, on a racheté une société en Espagne qui faisait à peu près la même chose. Et donc, j'ai créé des équipes. On a créé, pas moi, personnellement, il y a un directeur général. Mais on a créé des équipes très, très multiculturelles, franco-italo-espagnoles. Et en utilisant au maximum et au mieux les savoir-faire ou les spécificités de l'un ou de l'autre, et à les faire partager entre eux tout ça, de façon ça a boosté la société de manière extra. Donc tout ça pour dire, décentralisation, importance de la ressource humaine, pareil, c'est comme pour les très grands groupes, importance de la ressource humaine, et puis créer un ADN. On a fait un ADN Sofisport, et maintenant tout ce personnel, il y a 1000 personnes, mais maintenant il y a une dimension belge puisque ça a été racheté par des Belges. Donc maintenant, quatrième dimension européenne. Donc l'européanisation est un élément important. La responsabilisation, on passe beaucoup de temps au choix des responsables des différentes unités et à la motivation. À l'intéressement, enfin bon, tout ça. Mais après, quand la mayonnaise prend, et si vous mettez des bons produits et si vous toutouillez bien, en principe, ça prend. C'est la première fois que j'entends dans le podcast là qu'il y a cette spécificité multiculturelle. J'y crois beaucoup. Et ça se ressent vraiment. Enfin, c'est quoi les exemples? Par exemple, les Français, on est meilleurs dans une discipline. Alors moi, je suis parti quand je suis en charge de mettre en place l'euro. J'ai passé beaucoup de temps à les convaincre à travers l'Europe, notamment les gouvernements, les parlements, mais aussi l'opinion publique. Donc je faisais beaucoup. J'ai parlé en 5 ans devant, je sais pas, peut-être 250 000 personnes au total. Donc oui, ça représentait du boulot. Et je me suis amusé à bien observer, c'est en Europe, partout en Europe, à bien observer les Européens. Alors, je suis arrivé à la conclusion suivante. Ça n'engage que moi. 1. Les plus intelligents, incontestablement, sont les Italiens. Ouais, c'est ce que disait. Italiens. Alors, de beaucoup, les plus imaginatifs. Pas toujours les plus organisés. Certains mettent en doute leur fiabilité totale, mais enfin, bon, en tout cas, c'est les plus intelligents. Les Allemands, alors, souvent,
les idées sont pas terribles, mais l'exécution est l'organisation, la discipline. Alors là, bon, la machine, quand le rouleau compresseur part, hein, pour ça que on parlait de l'Europe de défense, peut-être, la montée en puissance de la Bundeswehr, vous allez voir ce que ça va donner. Et l'industrie armement allemande, elle va se remettre au boulot et dans les rails. Bon, donc, les Français, un peu particuliers, je dirais moins intelligents que les Italiens, mais plus organisés. Et quand on arrive à les faire travailler ensemble, c'est très, très, très positif. Donc, c'est ça, l'Europe du business, c'est d'arriver à créer des ADN entre 2 ou 3 pays. Alors moi, je ne sais pas avec les Finlandais, je ne sais pas comment on fait, avec les Croates non plus, mais là, je sais faire avec les Espagnols, les Italiens. On est des Méditerranéens quand même. Moi, je suis breton, plutôt de culture celte, mais enfin bon, on voit ça donc d'un œil un peu détaché. Incontestablement, les exemples que j'ai vus, 3 ou 4 exemples que j'ai vus dans ma vie professionnelle, que ce soit européenne, publique ou privée, m'ont appris ça. Et effectivement, quand il se fallait, je sais pas, aller vendre des cartouches aux États-Unis, bah parfois je me dis tiens, les Italiens sont peut-être meilleurs. Par contre, quand il fallait revoir sur le plan industriel telle ligne de production, etc. Non, les Français. Bon, et le jour où le Français et l'Italien, ou le Français, l'Espagnol, l'Italien ensemble acceptent de dire oui, bah toi t'es meilleur là, donc tu vas faire ça, et moi je vais faire ça. Ça vous crée une forme vous vouliez des raisons d'espérer. Je vous en donnais des raisons d'espérer sur l'Europe. Ça, c'est une raison d'espérer si on est capable de. Oui, c'est ce que disait Noël Forgeat qu'on avait eu sur Airbus. Il avait dit à partir du moment où on a réussi à faire travailler les Allemands et les Français ensemble, on peut accomplir. Très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de travailler avec les Allemands que les Italiens. Ah oui, moi je trouve. On est plus loin culturellement aussi. On est beaucoup plus proche des Italiens. Oui, on est beaucoup plus proche. On a fait un bon tour. Moi, tu veux peut-être synthétiser un peu ce qu'on a retenu sur la partie secteur privé. Je trouve que le dernier point, il était passionnant et on aurait pu le creuser. Mais cet ADN, alors, j'ai marqué 3 cultures, pas plus. Hein, c'est ça que vous avez dit, hein, pas plus que 3 cultures différentes, hyper intéressant. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un peu plus sur votre ressenti, sur c'est quoi cette force de frappe que ça offre en interne. On a beaucoup parlé de décentralisation et de responsabilisation. Et ça, c'est vraiment un point clé, je trouve, de donner les clés à quelqu'un sur une responsabilité qui est plus forte et de casser cette chaîne pyramidale, finalement. Puis, enfin, voilà, c'est surtout ces 2 points-là qui m'ont focus. Ouais, les autres. Et moi, j'aime bien parce que c'est un thème aussi, la stratégie. On a beaucoup de patrons de PME qui ont du mal à passer à une ETI parce qu'à un moment, se reconcentrer, comprendre où sont ses marges. J'ai un mot, vous disiez dans le... Pour résumer sur la stratégie, assez simple. La stratégie, au départ, c'est une idée, un projet. OK ? 2, la stratégie, c'est donner corps à ce projet. Donc, quels sont les objectifs ? Quels sont les moyens techniques, financiers, humains que l'on y met ? Ensuite, on déroule le projet. Ensuite, il faut suivre la stratégie. C'est très important. Parce qu'après, elle va se décliner par des investissements. C'est là où il ne faut pas se tromper. Il faut faire des investissements judicieux et des investissements rentables. Sinon, ça ne dure pas longtemps. Et puis, une partie dont on ne parle pas souvent, mais qui me paraît très importante, c'est ensuite le suivi. Et ça, là, il y a un rôle des organes sociaux et notamment du conseil. Le conseil, il adopte la stratégie, le management met en œuvre, demande éventuellement au conseil les besoins pour faire les investissements, mais doit rendre compte, à mon avis, de manière régulière, d'où on en est par rapport à ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et puis, il faut aller plus loin. Quand on fait des investissements, c'est intéressant, après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, qu'est-ce qu'on donnait ces investissements? Voilà. Donc, c'est un ensemble, voilà, pour résumer là, sur la stratégie. On passe au public. Un projet dont vous avez été fier, justement, qui était lié à votre stratégie? Vous avez vu qu'il a évolué dans sur les cartouches, ça a été fulgurant. C'est fulgurant, non, on a mis 20 ans. mais au moins, vous êtes devenu leader. Ouais, c'est... Alors que ça aurait pu être Beretta qui aurait pu devenir leader. Dans la logique. On aurait pu rapprocher Sophie Sport de Beretta, c'était un choix, ça s'est rapproché des Belges, ça a été un autre choix. C'est pas interdit pour après. On est là pour vendre à 350 millions de personnes une nouvelle monnaie. Il me disait, mais je vais vous dire une chose, moi l'euro je le veux plus que vous, parce que s'il n'y a pas l'euro, quand j'aurai réussi ma réunification économique, j'ai peur pour la paix en Europe. Si vous deviez investir, vous investiriez où aujourd'hui pour l'Europe? On n'a pas compris en France qu'il faut
encourager ceux qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Alors, une petite anecdote, puisqu'on a envie de savoir, on l'a dans le livre, sur d'où vient ce cycle d'euros.